Salam alaikum, Mazouflaouen. Bonsoir. Non seulement la révolution algérienne a été captée, squattée, infestée par des embusqués qui l'ont détournée de son cours naturel, celui qui devait mener le pays à une vraie libération, à une vraie dignité, mais en plus et surtout, elle n'a pas abouti au processus qui aurait dû être logique, qui aurait dû être le sien, celui d'une révolution culturelle, pour extirper du sein de la société algérienne les germes mauvais et prolifiques qui l'ont naturellement infesté après une si longue nuit coloniale. N'en déplaise aux tenants du colonialisme positif, rien de bon ne peut sortir d'une si longue occupation, d'une si longue humiliation de tout un peuple. Et rien de bon ne peut germer après tant et tant d'autres invasions. Notre peuple a été trop longtemps ravalé, humilié, opprimé, réduit à l'indigence et à la servilité. Et à chaque fois qu'il a osé revendiquer son droit à la dignité sur sa propre terre, il a été broyé, massacré, réduit à l'impuissance et à la soumission. On dit que l'épreuve, que l'adversité fortifie l'homme et le revivifie. On dit que le fer ne devient acier, trempé, que lorsqu'il passe par le feu, par l'immersion dans des températures contraires. Mais point trop n'en faut, cependant. Trop d'épreuves usent, trop d'adversité consument, de la même manière que trop de feu. Trop de chaleur ferait se liquéfier le fer. Nous n'avons été sortis de notre cauchemar colonial que par un combat épique, par des sacrifices à peine imaginables. Le temps de la résistance nous avait forgés, unis, fondus en une seule entité, après que les divers envahisseurs aient tout fait pour nous disperser. L'euphorie, la griserie de la liberté enfin recouvrée, nous avait transformés en société gaie, aimante, solidaire, fière d'elle-même. Nous étions prêts à entrer dans des lendemains prometteurs. Ceux qui ont connu les Algériens de 1962 et des premières années de l'indépendance savent de quoi je parle. Mais le régime qui venait de voler l'indépendance et qui est toujours là aujourd'hui avait décidé de perpétuer le colonialisme sous des formes et d'autres, en les drapant de discours, en les brodant de patriotardisme, de mauvais aloi. Le tout consistait à nous mentir, à flatter nos plus bas instincts, à transformer notre société en jungle. Le bourgeon des promesses ne donnera pas le fruit espéré qui aurait dû naître d'une si belle gestation. Parce que nous n'avons pas compris la nécessité d'une révolution culturelle. Nous n'avons pas compris et nos dirigeants autoproclamés ont tout fait pour que nous ne comprenions pas qu'il n'y a pas de liberté, ni de souveraineté, ni de justice, ni de démocratie sans dignité, sans conscience politique. Et c'est bien à cause de cette carence, de cette absence de thérapie post-opératoire, si je peux dire, que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Des victimes consentantes ou non, de toute façon, de notre propre démission collective. Et c'est pour ça que le régime qui nous occupe n'est pas une cause de notre situation, mais une conséquence de notre absence dans notre propre vie. Et c'est bien pour ça que ce qui vient de se passer lors de la visite de Valls dans notre pays a montré ce que nous avons tous vu. Une nation toute entière qui découvre que son président est incapable non pas seulement de gouverner, mais même de faire semblant. Un président devenu otage des vrais maîtres du pays, qui ne l'épargne pas, y compris ses plus proches, qui n'ont pas pitié de lui. Et nous sommes là, à nous étonner des images atroces qui nous ont été livrées, alors que nous ne nous demandions même pas pourquoi ce président ne s'était pas adressé à nous pendant plus de 3 ans. Pourquoi ce président n'a même pas mené sa propre campagne électorale à un 4e mandat?
Alors que François Hollande nous avait affirmé qu'il n'avait jamais rencontré un président aussi vif d'esprit, aussi alacre, nous dit-il. Aujourd'hui. Liberté. Retour sur la visite du Premier ministre français à Alger. Petite manœuvre, grand ratage, par Omar Wahli. El Watan. Santé de Bouteflika, des images peu rassurantes, par Saïd Rabia. Algérie Focus. Lors de sa réception de Manuel Valls, Bouteflika ne pouvait souffler le moindre mot, par Saïd Wekli. Avec nous aujourd'hui, pour parler de tout ça, Yahya Bonouar, journaliste à Paris, Faisal Matawi, journaliste à Alger. J'espère que nous n'allons pas le perdre encore une fois. On le perd systématiquement quand il est invité sur El Maghribia. Et Karim Tabou, président de l'UDS à Alger. Nous allons commencer donc par Yahya Bonouar. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter sur votre chaîne. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission, Jamaldine. Merci, Yahya. Alors, je vous laisse commenter librement. J'imagine que vous brûlez d'envie de dire ce que vous pensez au sujet de cette atroce histoire de la scène qu'on nous a infligée. Écoutez, je vous entends très mal. Yahya est là, vous m'entendez mieux? Voilà, là ça va mieux. Alors je vous disais que nous vous écoutions, que je sais que vous brûlez d'envie de parler de ces histoires, de ces images atroces qui ont été imposées aux Algériens, de leur président dans la situation où nous l'avons vu, où le monde entier l'a vu. Oui, ce sont, je réagis en tant qu'Algérien, ce sont des images terribles. On est au-delà de l'indignité. C'est quelque chose qui... j'ai envie de passer et de ne pas parler de politique sur ces images-là, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec la politique de Bouteflika, et puis on n'est pas d'accord, et on s'oppose à sa politique depuis qu'il est au pouvoir. Ça n'en reste pas moins un être humain qui a droit à un minimum de dignité. Alors on sait bien que ceux qui tournent autour de Bouteflika n'ont aucun scrupule, mais moi je profite de cette occasion et à travers votre chaîne pour demander à son frère, Saïd Bouteflika, non pas en tant que conseiller, mais en tant que frère. C'est son frère aîné, c'est lui qui l'a élevé, c'est lui qui l'a fait grandir, tout le monde le sait. Qu'il ait un peu de pitié et qu'il arrête d'exposer son frère à la moquerie internationale. Son frère est une personne âgée, il a 79 ans, il est malade et il mérite d'être protégé par sa famille et d'être protégé du regard d'autrui pour que les gens ne se moquent pas de lui. On n'est plus dans la politique, on est dans l'humain. Ça reste un être humain et il a droit à ce minimum. Mais Yahya, il y a certaines personnes, moi je vous rapporte ce qu'on m'a dit, il y a certaines personnes qui affirment que Saïd Bouteflika n'est pas motivé, guidé par l'envie de prendre son frère en vitrine et de régner à sa place, mais qu'il lui aurait promis qu'il mourrait sur le trône, comme on dit, qu'il le maintiendrait à cette charge tant qu'il serait vivant, quel que soit son état. C'est ce qu'on nous dit, du moins. Oui, eh bien très bien, mais qu'il ne le montre plus, qu'il assume, qu'il dirige le pays à la place de son frère, c'est ce qu'il fait, avec toute la cour qui tourne autour, mais qu'il ait un peu de dignité pour son propre frère et qu'il arrête de le montrer à la face du monde et qu'il en fasse l'objet de la moquerie du monde entier. Je suis en train de défendre Bouteflika, l'être humain, et non pas le chef de l'État putschiste et avec toute sa politique. Mais ça n'en reste pas moins un être humain. Et regardez, il me fait de la peine alors que ce n'est pas mon frère, et il ne fait pas de la peine à son frère qui l'utilise comme un objet de foire pour le présenter à tout le monde. Regardez les images vidéo. Manuel Valls, qui est un homme sans scrupules, était gêné quand le chef de l'État
a essayé de lui dire quelque chose sans parvenir à s'exprimer parce qu'il ne peut plus parler. Lui-même était gêné. Et c'est flagrant dans les vidéos. Qu'ils arrêtent, qu'ils gouvernent à sa place. C'est fait depuis avant l'élection. Ils dirigent le pays à sa place. Mais au moins qu'ils arrêtent d'infliger aux Algériens ces images de manière régulière pour leur dire voilà qui vous gouverne. Quelqu'un qui ne... On a vu, j'ai même pas envie d'utiliser, de décrire la scène, tellement c'est indécent. C'est quelque chose qui fait mal, même quand on n'aime pas la personne, et bien ça fait mal. On ne le souhaite à personne, ce qui arrive. Restez avec nous, Yahya. Restez avec nous, Yahya. Karim Tabou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est Jamal. Merci de m'inviter à ce débat. Merci. Alors, Karim Tabou, je vous laisse d'abord vous exprimer en tant que président de parti, en tant qu'homme politique, sur ce qui s'est passé, sur cette tragique histoire, j'allais dire. Enfin, tragique histoire, ce sont des images qui défilent depuis des années. Et puis, connaissant bien justement le sentiment d'affection qu'on peut avoir envers quelqu'un qui est malade, je pense qu'il y a... C'est devenu un système de communication chez nous, d'autant plus qu'il y a deux dimensions de ce système de communication. Le premier, il est basé sur, entre parenthèses, la terrorisation des gens, en essayant de passer l'idée aux Algériens que tout changement, toute évolution de la situation risque de replonger le pays dans la terreur, dans la misère, dans la violence. Donc, par conséquent, il faut se maintenir. Et on oblige les gens à accepter toutes les images. Et de l'autre côté, également, parce que les Algériens sont de culture musulmane, ils ont des valeurs et peuvent donc être sensibles au fait que le président soit malade. Et dans tout ça, la preuve que le président ne dispose plus de ses moyens pour gérer les affaires de l'État, c'est que s'il avait la force de le faire, il n'aurait jamais accepté lui-même qu'il y ait autant de monde qui parle de lui, autant de monde qui le défendent, autant de monde qui font autant de choses pour lui, parce qu'il n'aura pas besoin de tout ça. Donc, mais Karim Tabou, quand vous dites ça fait des années que ça dure maintenant, c'est un peu comme si vous nous disiez bon, ça s'est banalisé dans la tête des gens, ça n'étonne plus personne, ce n'est donc plus une tragédie à la limite, on accepte, on a appris à accepter, on nous a habitués à tout accepter, on ne réagit plus. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire, qu'il y a une banalisation à ce point? Il y a un peu de ça, c'est Jamal, je risque de dire comme d'habitude. D'ailleurs, moi j'ai un problème, c'est que je pousse plus loin les choses, allant jusqu'à faire parfois des observations sur des faits qui peuvent paraître pour beaucoup comme étant des faits normaux. Je rappelle que pendant la journée du vote des élections présidentielles, les chaînes de télévision officielles, avec toutes les radios qui sont mises à disposition en service pour faire la propagande de cette élection, passaient pendant toute la journée les votes des personnes malades, des personnes handicapées, et on nous montrait à longueur de journée les personnes qui étaient malades, qui étaient transportées par la protection civile, qui étaient sur des civières, qui étaient sur des fauteuils roulants, qui étaient transportées dans des conditions intenables. Toute la propagande était de passer au fait l'image d'un président qui soit malade. Et donc il y a un travail de propagande terrible, très puissant qui est fait dans c'est pour cette raison, je disais, que c'est devenu un système de communication. Bien sûr que si nous posons le débat en termes politiques, c'est justement le fait qu'il n'y a pas d'institution capable de dire non, arrêtons cette situation. Le fait que nous ne disposons pas de contre-pouvoir capable d'exercer justement la fonction de contre-pouvoir, donc ils devront dire non. Le fait que la société a été fragilisée, a été démolie, entre parenthèses, depuis de longues années. Donc nous sommes en fin de cycle d'une situation qui a fait que assez souvent, quand on essaye de faire un peu d'humour, c'est Jamel, je dis aux amis que l'Algérie ressemble un peu à la casse d'automobile. Tous les moteurs ne fonctionnent pas,
Mais toutefois, si on ouvre les capots, on peut toujours trouver des pièces d'origine. Mais toutefois, en effet, la machine est cassée. Restez avec nous, Karim Tabou. Une situation qui est... Restez avec nous. Je reviens à Bonouar. Bonouar, vous disiez tout à l'heure que Valls semblait gêné. En effet, nous l'avons tous remarqué, on le voyait à l'œil nu, qu'il était très très gêné, il ne savait plus où se foutre, comme on dit. Mais à votre avis, pourquoi l'État français tente-t-il de camoufler le véritable état de santé du président Bouteflika, au point où Hérault, quand il était le Premier ministre, est venu nous pousser la chansonnette d'un Bouteflika qui était très bien, le président du Sénat, l'actuel Premier ministre et François Hollande, qui nous a parlé de cette fameuse alacrité. Pourquoi donc, selon vous, quels sont donc ces immenses intérêts, j'allais dire, qui les poussent à devenir complices d'une véritable prise d'otage? Oh, la réponse est très simple. François Hollande, Manuel Valls, Hérault sont des hommes politiques français qui défendent les intérêts de leur propre pays. Or, mais la raison d'État, est-ce que la raison d'État peut permettre de tels écarts, j'allais dire, presque de telles forfaitures? Bien sûr, bien sûr. Ils défendent les intérêts de leur pays. Ce sont des hommes politiques français qui ont été élus démocratiquement par le peuple français. Et il se trouve que celui qui protège les intérêts de la France en Algérie, c'est Bouteflika et son clan. Qu'il soit en bon état ou qu'il soit dans la situation dans laquelle on l'a vu hier, lui et son entourage et les Bouchoual et compagnie, tant qu'ils défendront, ils protégeront les intérêts français en Algérie, ils seront soutenus par la France. Que le développement de l'Algérie ou les intérêts du peuple algérien, ce n'est pas leur problème, puisque ce sont des Français et ils défendent les intérêts de leur peuple. La question est qui défend les intérêts des Algériens? Eh bien, personne aujourd'hui, puisque celui qui est censé le faire, on a vu dans quel état il est, et ceux qui l'entourent ne peuvent pas le faire, puisque eux-mêmes défendent les intérêts de la France. Donc j'en veux pas aux Français, c'est de la politique, et la politique ce sont des intérêts, ils gèrent leurs intérêts. Eh bien, si c'est une personne malade, plus que malade, on a vu l'État, et c'est pas la peine de rajouter des mots aux mots, eh bien, ils s'en foutent. Tant que cette personne-là et ceux qui sont autour défendent nos intérêts, nous n'allons pas, nous, défendre les intérêts des Algériens. On est dans la réelle politique. Et c'est comme ça depuis un moment. Et le jour où ils trouveront quelqu'un qui défendra mieux que Bouteflika leurs intérêts, eh bien à ce moment-là, ils commenceront à avoir ailleurs. Mais pour l'instant, le clan Bouteflika protège les intérêts de la France en Algérie mieux que n'importe qui d'autre. Et donc, ils le soutiendront jusqu'au bout et ils vous parleront d'alacrité et ils chercheront tous les mots qui existent dans le dictionnaire pour nous l'imposer. Yahya Bonouar, là vous nous parlez de la classe politique, de sa disposition, donc chacun y trouve son compte, les uns agissent au nom de cette prétendue raison d'État, les autres au nom de leurs intérêts claniques, personnels, etc. Mais comment expliquez-vous l'absence de réactivité au sein de la société algérienne? Est-ce qu'elle a été travaillée, comme nous le dit Karim Tabou, au corps, qu'à force de propagande, on a réussi à l'anesthésier? Ou est-ce une disposition, j'allais dire, naturelle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette absence de réaction, mais alors quasi totale? Les Algériens ne réagissent plus à de telles outrances. Premièrement, il n'y a pas ce qu'on appelle d'opinion publique en Algérie. Deuxièmement, je rejoins ce que disait Karim Tabou, la société algérienne a été anesthésiée avec deux piqûres, et il l'a rappelé. La première, c'est le spectre de la guerre civile qu'on a connu. Attention, vous risquez de revenir aux années de sang. Il vaut mieux ça que rien du tout. Et la seconde
en injectant un peu d'argent dans les circuits de la société pour les calmer. Donc on a une société fracturée, déchirée, on a une société apeurée, terrorisée, et lors de l'élection de 2014, je vous rappelle, les discours des soutiens de Bouteflika, à commencer par Sellal et compagnie, ils menaçaient la société algérienne carrément, où c'est Bouteflika, où ce sera le chaos. Donc quand vous avez des dirigeants dans un pays qui menacent leur peuple, où c'est nous, où c'est le chaos, comment voulez-vous que réagisse une société? D'autant qu'on rajoute un travail de fond qui lui existe depuis plus de 20 ans, avec une école totalement un niveau zéro qui ne produit pas des citoyens. Je ne parle pas de l'université, je ne parle pas de la science, je ne parle pas de l'éducation civique. Donc on a une société avec un niveau très très bas par rapport à la société algérienne d'il y a 30 ans, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan du vivre ensemble, et qui en plus est menacée en permanence par ceux qui la dirigent de guerre civile. Restez avec nous, Yahya, je reviens à vous dans un moment. Karim Tabou, Yahya Bounoir, au sujet de cette connivence, j'allais dire très active, de l'État français avec le régime algérien, nous dit qu'il n'y a pas d'état d'âme en politique, chacun agit en fonction de des intérêts de sa propre nation. Vous pensez aussi que c'est le cas? Oui, dans l'absolu, la politique est fondée sur le principe de la recherche des intérêts et tout est régulé par les rapports de force. Mais toutefois, et nous avons vu, les politiques français parfois adoptent des attitudes qui dépassent un peu la recherche de l'intérêt, que je qualifie d'attitudes racistes à l'égard de l'Algérie et des Algériens. Je rappelle deux propos qui relèvent tout simplement du racisme du temps de Sarkozy, lorsqu'il disait que je soutiens Bouteflika parce que sinon c'est les talibans à Alger. C'était un propos raciste parce que la société algérienne a consenti des sacrifices énormes pour la démocratie, pour la citoyenneté, pour la République. C'est 200 000 morts, c'est des journalistes qui sont tués, c'est des intellectuels qui sont tués, c'est des intellectuels qui sont poussés à l'exil, qui sont partis, c'est des millions de gens qui ont été déplacés. Et effacer tout ça en disant que c'est Bouteflika sinon les talibans, c'est un propos raciste de mon point de vue. Le deuxième, quand Hollande vient et il dit de Bouteflika qu'il a discuté de tous les sujets, de la Syrie, de la Palestine, de l'Irak, de Daesh, de l'économie, de la Pendant politique, 2 heures, nous a-t-il dit. Pendant 2 heures. Et jamais il a trouvé un homme d'une telle alacrité intellectuelle. C'était également un propos à la limite du racisme, que de considérer des Algériens comme des indigènes, comme étant des gens qui comprennent rien, qui connaissent rien, qui n'ont aucune culture et à qui on peut asséner de telles phrases. Bien sûr que derrière ces phrases que le pouvoir a bien voulu entendre, il a bien voulu que ça soit importé de l'étranger. Les produits assez souvent qui portent la marque de l'étranger passent mieux, c'est la conception du pouvoir. Donc quand les choses sont dites par Valls, quand les choses sont dites par Hollande, passent mieux que s'ils sont dites par Ammar Saïdani et Ouitia. Lui-même derrière cette conception de la communication et de la politique, il y a un aveu qui ne dit pas son nom, que ce pouvoir, en fait, il devient pas seulement un sous-traitant, mais parfois un vulgaire instrument au service des intérêts de la France. Mais si on pioche un peu dans l'histoire, on s'apercevra que finalement les relations algériennes-françaises n'ont jamais été des relations d'État à État. Et je pense que si vous interrogez à des degrés bien sûr différents, si vous interrogez l'ambassadeur de France en Algérie, il n'est pas très au courant de tout ce qui se passe. Si vous interrogez également l'ambassadeur d'Algérie en France, c'est la même chose. Les relations algéro-françaises n'ont jamais été des relations d'institution, n'ont jamais été des relations d'État. Ce sont des relations sous le monopole absolu des réseaux et des intérêts. Et malheureusement, quand on essaye de voir
ces relations-là sous l'angle institutionnel officiel, c'est vrai que ça crée des gênes, ça crée des propos qui ne correspondent pas à la réalité. On a bien vu la gêne de Valls qui est là parce qu'on lui a demandé de dire aux Algériens ce que les autorités algériennes voulaient faire entendre aux Algériens. Tout à l'heure, quand vous suggériez ce vide politique, ce Sahara politique qui a été institué un peu au sein de la société algérienne, vous avez prononcé les mots fin de cycle. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que quand un système, quand un pouvoir n'arrive pas à se procréer, à se régénérer, vous savez, dans l'absolu, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que Bouteflika s'est fait élire 3 fois contre Moussa Touati, 3 fois contre Louis Ahnout. Et si on n'a pas pu renouveler de l'intérieur, mais également on a été incapable de renouveler même de l'extérieur. Et là, c'est la preuve de la fin d'un cycle. Et quand on voit les pratiques aujourd'hui qui sont arrivées au plus bas niveau dans l'économie, dans la politique, dans la gestion des institutions, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du Parlement, du Sénat, du gouvernement, des wilayas, des APC, de toutes les administrations, lorsque vous voyez à quel point, à quel niveau sont arrivées la gestion, les comportements, les mœurs et puis comment fonctionne l'État entre parenthèses avec ses institutions, vous allez vous apercevoir sans être un grand penseur politique que c'est la fin d'un cycle que nous sommes. Oui, mais Karim Tabou, concrètement, sur un plan tangible, comment va s'exprimer cette fin de cycle, comme vous l'appelez? Comment elle va s'exprimer dans la réalité de la vie politique nationale? Ben, la fin de cycle, c'est que, vous savez, il y a des partis politiques qui ont décidé de tenir un forum et une rencontre. Ça oblige toute l'armada du système à tenir une rencontre parallèle. Et vous voyez très bien que quand une rencontre, une visite d'un tel niveau d'un Premier ministre de la République française qui vient en Algérie, et puis voilà, une visite qui a été boycottée par la presse, et notamment la presse française, et qui montre une image assez triste de ce que sont devenues les relations de l'Algérie à la France et de la France à l'Algérie. Je passe sur la gêne, sur les perspectives politiques. Dès que vous évoquez devant n'importe quel responsable algérien, qu'il soit militaire, politique, administratif, vous lui posez la question toute simple. C'est quoi la perspective du pays sur 1 mois, sur 2 mois, sur 1 année? Aucune. Aucun n'est capable de donner, j'allais dire, une perspective claire. Pire encore, la gêne pousse les gens, et je suis tenté de qualifier l'Algérie d'une immense salle d'attente. C'est la plus grande salle d'attente au monde. On fait attendre tout le monde, mais vraiment tout le pays dans une attente, bien sûr dans des pratiques politiques qui parlent de la corruption, qui fait attendre des pans entiers de la société. Pour comprendre au mieux mon propos, c'est que vous avez des Algériens qui attendent qu'ils soient inscrits sur des listes du logement au travail, qui attendent qu'on leur livre leur téléviseur, leur véhicule, leur maison, qu'on régularise leur terrain. Mais c'est une immense salle d'attente. Et puis, au sommet de l'État, on est en train d'attendre l'avis du médecin. Qui est-ce qui va remplacer Bouteflika? Qui est-ce qui va être le prochain député? Qui va être l'Assemblée? Comment vont se passer les élections? C'est quoi la cause? Tout ça montre bien que ce pays est le pays malade de la Méditerranée. C'est le pays qui est en panne de projet, en panne de perspective, en panne de vision. C'est ça la fin d'un cycle. Je vais revenir à vous, Karim Tabou, pour aller plus loin, essayer d'avoir une réponse plus, j'allais dire, plus explicite de ce qui pourrait se passer dans des cas de fin de cycle. En attendant, au sujet de ces politiciens qui... j'allais dire, qui manifestent du mépris à l'égard de leurs homologues algériens. Nous allons voir une courte vidéo. Nous allons voir M. Valls donner une première leçon à Sellel, comment donner une conférence de presse, comment attendre d'abord la traduction d'une question avant de passer à la suivante. Puis nous verrons le même Valls donner une leçon à l'ex-ministre de l'Intérieur, il me semble, algérien, pour lui dire comment se servir des couverts quand on est à un repas officiel. Regardez.
s'il vous plaît. Mais, messieurs les premiers ministres. سمية علوي التلفزيون الجزائري. دولة الرئيس الوزير الأول، هل لكم أن تستعرضوا لنا تقييمكم لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة وبالحديث عن التعاون الثنائي بين البلدين، ما هو آفاق هذا التعاون؟ شكرا على هذا السؤال. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous exposer quelle est votre évaluation de cette réunion du CIHN et quels sont les horizons que vous avez ouverts aujourd'hui dans le cadre de la coopération bilatérale? Ça c'est le mien et ça c'est le vôtre. Ouais. Voilà. Vous le connaissez? Si, voilà. Ah bah peut-être déjà. En fait, c'est ouais, bah, il est écrit. Regardez, ça reflète. Ah ouais, et ça c'est moi. Yahya Bonouar, vous pensez comme Karim Tabou que les politiciens français méprisent, pour ne pas dire plus, leurs homologues algériens? Ah, tout à fait, absolument. Les exemples récents existent. Les ministres qui se font fouiller à l'aéroport, Sellal, le fameux Sellal, Premier ministre, qui est reçu par un sous-secrétaire d'État en tenue de chasse. Vous aviez montré à l'époque dans votre émission, reçu comme un malpropre, et ainsi de suite. Donc, mais ils savent très bien à qui ils ont affaire. S'ils avaient affaire à des hommes politiques élus par leur peuple, qui défendent les intérêts de leur peuple comme eux le font, eh bien ils les respecteraient, parce que les autres se battraient avec leurs ongles pour arracher les droits de leur peuple, mais ils se rendent compte qu'ils ont en face des moins que rien, à qui il suffit de dire une phrase, voilà, alacrité, vous êtes bien, vous allez très bien, et puis on arrache des milliards et des milliards de dollars, et ils sont prêts à tout donner juste pour qu'on prenne une photo avec eux et qu'on dise 2-3 mots devant une caméra, et ils nous donnent des milliards qui appartiennent à leur peuple. Alors comment voulez-vous que ces gens-là les respectent alors qu'ils trahissent leur peuple pour donner de l'argent aux étrangers pour une photo ou une alacrité? Comment voulez-vous respecter ces gens-là? C'est normal qu'ils ne les respectent pas, ils ont bien raison de ne pas les respecter. Yahya Bonouar, oui. Au sujet de cette absence de réactivité de la société algérienne, dont beaucoup d'observateurs, d'analystes, de politiciens disent qu'elle est tout à fait normale à la limite, puisque la scène politique a été vidée quasiment de toutes les forces qui pourraient éventuellement représenter cette conscience, cet esprit national, cette conscience collective, et que les autres qui essayent, un temps soit peu, ceux de l'opposition qui essayent, sont à chaque fois neutralisés d'une façon ou d'une autre, quitte à leur faire un meeting à côté, un meeting versus, quitte à leur envoyer plus de policiers que de manifestants, etc. Mais dites-moi, pourtant, malgré ce Sahara politique, il y a des millions de gens qui individuellement veulent tous en découdre avec ce régime, qui tous disent qu'ils en ont marre, qu'il faut qu'ils sauvent leur pays, qui ont la conscience très vive des grands périls qui pèsent sur leur avenir, sur celui de leurs enfants, et qui veulent absolument sauver leur pays. À votre avis, comment doivent faire ces gens pour pouvoir réagir enfin? Ça, c'est le travail de la police politique. Donc ça, c'est le résultat du fameux général Toufek de ses 20 ans, qui a fait que les Algériens ne sont plus capables de s'organiser. Il a semé le doute. Chaque Algérien doute d'un autre. Vous allez aider, vous allez en Algérie, je l'ai fait, les gens le savent. Il y a une famille qui est dehors et vous allez pour aider cette famille. Eh bien, au bout la famille va se retourner contre vous pour vous dire « Ah non, quel intérêt vous avez, si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt » et ils vous chassent. C'est pareil dans les syndicats, c'est pareil partout. Ils ont semé le doute dans toute la société de manière à ce qu'elle ne puisse plus s'organiser. Ça, c'est chapeau
au général Toufik, expert en destruction d'une société, et il a très bien réussi. Aujourd'hui, Bouteflika récolte les fruits de cette politique. Il faut reconstruire, il faut recréer une histoire commune. Il faut qu'on réécrive un récit commun aux Algériens en tant que citoyens, en tant que peuple, et qu'ils aient à nouveau envie de vivre ensemble et d'avoir un avenir ensemble. C'est ce qui a été détruit et c'est ce qui explique que les Algériens n'arrivent pas à s'organiser alors qu'ils sont majoritaires à ne plus vouloir de ce régime, mais chacun suspecte l'autre, chacun veut travailler seul, et il faut recréer ça, recréer un récit commun. Voilà. Restez avec nous, Yahya Bounoua. Restez avec nous. Karim Tabou, je suis désolé de devoir insister, mais le lièvre que vous avez soulevé tout à l'heure est trop important pour le laisser comme ça tranquille. Au sujet de cette fin de ressources ou de cette fin de cycle, beaucoup de gens pensent comme vous. Il y en a même qui pensent que le régime est quasiment entré dans une démarche, dans une attitude quasi suicidaire, pour te dire. Et qu'avec l'absence de ressources financières, ça va accélérer le processus. Mais vous, politiciens qui êtes depuis si longtemps et de façon aussi brillante dans l'opposition, la vraie opposition, dites-nous, Karim Tabou, comment tout cela va finir de façon concrète, que nous puissions tous comprendre. Enfin, c'est Jamal, je n'ai pas la recette magique pour prévoir la fin de ce cycle, mais toutefois, deux niveaux sont nécessaires à évaluer, à observer. Le premier niveau, et je les classe par ordre de priorité, c'est dans ce qu'on appelle la classe politique, l'opposition, avec tous les concepts qu'on est en train d'utiliser. Je pense à ce niveau-là, il va falloir faire un bilan sans complaisance, d'une façon claire, objective, et accepter les réalités qu'on a en face. Nous avons une opposition qui doit tout simplement se rebâtir, se reconstruire. Et nous avons besoin de dresser un inventaire sérieux dans le pays, des personnes, des organisations qui sont capables aujourd'hui de mener ce combat, d'accomplir des actes de rupture francs avec ce système de gouvernance. Et à partir de là, nous allons fonder une nouvelle scène politique, une nouvelle pensée politique. C'est une œuvre qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et d'autant plus qu'il y a des facteurs qui sont là, qui accélèrent les processus, et on risque de nous retrouver avec des situations difficilement maîtrisables. Au niveau du pouvoir, de mon point de vue, même avec la baisse des revenus, je ne pense pas que ce soit un facteur essentiel, déterminant, en tout cas dans le court terme. Je ne pense pas qu'il aura son effet, qu'on imagine un effondrement, une situation d'accélération, parce qu'il y a toujours des débouchés, il y a toujours des niches d'argent qu'ils vont trouver, il y aura toujours des gens qui vont nous donner de l'argent, qui vont considérer que notre présence dans leur échiquier est importante. Parce que l'Occident également, il a ses priorités. Il souhaite avoir, notamment du côté du sud de la Méditerranée, des gendarmes, des postes avancés qui vont servir de points de surveillance. Et tout ça, quand on intègre tous ces éléments, on s'aperçoit que ce qu'on croit être la fin, ça ne sera pas dans les tout prochains jours, dans les tout prochains mois. Mais toutefois, certainement, il y aura des difficultés, il y aura des secousses. Et le pouvoir aujourd'hui n'est pas à l'aise, n'a pas la même force qu'il avait après 99 et le deuxième mandat et même le troisième mandat. Maintenant, on sent très bien qu'il y a beaucoup de doutes, qu'il y a de la peur, qu'il y a des incertitudes. Et maintenant, la classe politique est-elle capable de se saisir des opportunités pour recréer le débat, recréer le travail politique, redonner espoir aux gens et puis remettre des pans sur la société, parce que la classe politique doit sortir également de cette logique d'appareil
qui est là à attendre qu'on lui octroie des sièges, qu'on leur octroie des espaces dans les institutions et tout simplement engager le travail de fond pour essayer de structurer la société, de mobiliser les gens et de les convaincre à se réinvestir en politique. Je dis toujours que la pire des politiques, c'est ne pas faire de politique. Et si on ne sort pas de cette logique de démission et puis d'attente, si on n'arrive pas à déclencher le débat, à redonner du souffle à la militance, et ça va être difficile. Ça va être difficile. Restez avec nous, Karim Tabou. Yahya Bounoir. Karim Tabou parle de l'opposition qui doit faire avant tout un inventaire, nous dit-il. Un inventaire pour pouvoir appréhender l'avenir, se préparer à ce qui arrive, à ce qui pourrait être une fin de cycle de ce régime et donc de nouvelles perspectives. Comment, selon vous, faire, Yahya Bounoir, pour permettre à cette opposition qui n'a, disons-le, hein, franchement, qui ne peut pas rallier beaucoup de monde aujourd'hui. Et de l'autre côté, ces nombreuses personnes, ces nombreux individus qui, chacun chez soi, souhaitent tous pouvoir trouver une voie pour pouvoir s'exprimer politiquement. Comment faire pour faire la jonction entre les uns et les autres, selon vous? Selon moi, l'opposition doit, dans son ensemble, doit créer un nouveau discours, un nouveau récit, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, dans laquelle la majorité des gens vont se reconnaître. Et à ce moment-là, ils rejoindront cette opposition. Or, aujourd'hui, quand on lit, c'est pas une critique, je ne veux pas critiquer l'opposition, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, quelquefois adroitement et quelquefois maladroitement, mais ils n'arrivent toujours pas, c'est à peu près ce que dit Karim Tabou, à créer un discours dans lequel les Algériens vont se reconnaître, à créer une perspective dans laquelle les Algériens vont se reconnaître, à créer une aventure à laquelle on a envie de participer et à laquelle les Algériens vont venir pour participer. C'est ça qui nous manque. Ce n'est pas de la faute de l'opposition, même si elle n'y arrive pas. Je reviens un peu à ce que je disais, parce que la société a été déstructurée, cassée, apeurée, terrorisée. Et donc il faut arriver à avoir un discours qui les rassure, qui les apaise pour sortir de la terreur, et un discours porteur d'espoir, un discours qui les projette vers l'avenir et auquel non seulement ils vont se reconnaître, mais ils vont avoir envie d'y participer. Et ça, nous n'y sommes pas encore, malheureusement, aujourd'hui. Et donc, ils préfèrent se dire, avec ce régime, ils nous volent, ils prennent notre argent, ils le jettent, ils le donnent aux étrangers, mais au moins on sait qu'on est tranquille, on est calme, on aura peut-être un logement dans 3 ans et une voiture dans 5 ans, mais on est tranquille. Alors que dans l'opposition, il n'y a pas une perspective claire avec des objectifs atteignables. Il ne faut pas mettre des objectifs qu'on n'atteint pas, des objectifs atteignables. Il faut mettre de l'espoir, il faut mettre de l'envie. Et les Algériens, à ce moment-là, rejoindront. C'est le grand défi de l'opposition en Algérie, mais c'est le défi de toutes les oppositions, c'est de créer un espoir, une aventure plus forte que le statu quo. Alors, Yahya Bounoir, une dernière question que je poserai aussi à Karim Tabou, puisque c'est le sujet du jour. Je vous demanderai de conclure assez brièvement, puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Yahya Bounoir, certaines personnes continuent de dire, des observateurs, des politiciens, des journalistes, continuent de dire non, contrairement à ce qui paraît, c'est Bouteflika qui décide, c'est Bouteflika qui est là. Ne détrompez-vous, malgré cette mine qu'il a, il reste très lucide. Et c'est lui qui nomme les gens, qui dégomme, c'est lui qui a une grande vision, une vision très vaste, très large sur tout ce qui se passe, et c'est lui qui décide, en somme. Est-ce que vous y croyez? Ben, écoutez, les images d'hier, ils répondent à ma place. Il a essayé
mais il a été incapable de pouvoir dire, je ne sais pas ce qu'il voulait dire à Valls, mais il était incapable de le dire. On voit sur les images que c'est une personne qui n'a pas les moyens de s'occuper de sa propre personne. Et donc, il faut l'aider pour manger, il faut l'aider. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est humiliant. Donc, il n'est pas en capacité de savoir ce qui se passe. Il n'est pas en capacité de lire les journaux. Il n'est pas en capacité d'avoir les informations qu'il faut pour diriger un pays. Et donc, cette histoire-là, ça ne tient pas à la route. Pour diriger un pays, pour diriger un magasin, eh ben, un petit magasin, si vous avez 3 vendeurs, eh ben, il faut être là, il faut surveiller, il faut regarder. Imaginez un pays. Il n'a pas les capacités aujourd'hui de diriger un pays. Merci, Yahya Bonouar. Et encore moins un magasin et rien du tout. Juste, je termine. C'est une personne âgée. Je rappelle, il a 79 ans. Il est malade il se bat contre la maladie. Ben, il faut le laisser, l'aider, l'accompagner dans sa fin de vie, mais surtout pas ne pas utiliser son image et ne pas l'exposer de cette manière face au monde entier. Merci Yahya Bonouar. Karim Tabou, même question. Est-ce que vous pensez, selon ce que disent certains, que malgré ce qui paraît, c'est Bouteflika qui décide en fin de compte? Enfin, je ne diffère pas de ce que vient de dire Yahya, que je salue d'ailleurs. Effectivement, l'image est suffisante et elle explique au mieux l'état du pays, l'état du président. Sauf que lors du 4e mandat, moi je pense que tout l'intérêt des gens qu'il avait présentés n'était pas qu'il a les capacités de gérer le pays, ni les aptitudes physiques, ni les autres aptitudes à gérer le pays. Plutôt, ils avaient tout simplement besoin du sceau de la République. Ils avaient besoin de détenir un cachet, c'est le cachet de la présidence de la République, et au nom de ce cachet, ils se donnent le droit de décider de ce qu'ils veulent, de nommer qui ils veulent, d'enlever qui ils veulent. Et je pense que depuis déjà les élections, on a bien compris que leur objectif n'étant pas de gérer le pays, mais plutôt d'avoir une couverture pour asseoir leur monopole, leur équipe, leurs proches à tous les niveaux de l'État. Donc on n'est pas dans les mots, les vrais de gestion de l'État, on est tout simplement dans une situation de constitution de clientèle, de réseau, de groupes de personnes qui s'accaparent tout un pays, des richesses et puis un territoire immense. Merci. Avec tout ce que cela donne comme avantage. Merci Karim Tabou, merci Yahya Bonouar. Cette émission est maintenant terminée, mais avant de vous quitter, chers téléspectateurs, que je remercie d'avoir suivi cette émission, je voulais vous lire une petite conclusion, un petit texte de André Comte-Sponville. La pitié s'éprouve de haut en bas. La compassion, au contraire, est un sentiment horizontal. Elle n'a de sens qu'entre égaux, ou plutôt mieux, elle réalise cette égalité entre celui qui souffre et celui qui, à côté de lui, est dès lors sur le même plan, qui partage sa souffrance. André Comte-Sponville. Merci de votre attention.